bonjour ou bonsoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci d'avoir choisi Teler TV. Vous avez raison. Bienvenue dans l'hebdo-magazine de Teler TV. Au menu de cette édition, la mise en examen du conseiller aux financements extérieurs de Denis Sassou Nguesso, Lucien Ebata. Nous reviendrons également sur le scandale financier international, les Pandora Papers. Nous parlerons également des dernières conclusions du conseil d'administration du Fonds monétaire international sur le Congo avant, bien entendu, de chuter sur la 6e année de commémoration des victimes du coup d'État constitutionnel de 2015 au Congo-Brazzaville. Voilà pour l'essentiel des titres de cet hebdo-magazine de Teler TV. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Le conseiller aux financements extérieurs de Denis Sassou Nguesso, Lucien Ebata, l'homme à la triple nationalité canadienne, française et congolaise, a été mis en examen pour manquement à l'obligation de déclaration des capitaux, blanchiment d'argent et corruption active. C'est un reportage de Georges Goma. Pour de très rares fois, le Congo-Brazzaville a été à l'honneur dans la presse internationale, et pour cause. Lucien Ebata, Dominique Strauss-Kahn et Sassou Nguesso ont constitué un triptyque d'enfer dans un feuilleton digne d'un film hollywoodien. Au centre, les corrélats d'une criminalité économique et financière que seuls les cartels de la mafia sud-américaine de Colombie et du Mexique ont le secret et la magie. Ici, les formes feutrées qu'a pris l'affaire Ebata, citée dans plusieurs affaires, dont les Panama Papers, les célèbres Panama Papers, laissent le monde abasourdi et effondré, tellement les sommes balancées dans le tournis pour un pays incapable d'offrir à sa population le strict minimum en matière de santé. Désormais entre les griffes de la justice française, Lucien Ebata est accusé de blanchiment de capitaux et de corruption active, donc présumé acteur principal d'un réseau mafieux et d'évasion fiscale. Pour cela, il encourt plusieurs années d'emprisonnement ferme. Et le fait qu'il ait quitté le territoire français n'arrête absolument pas les poursuites. Affaire à suivre. Un autre scandale financier international qui a mis l'image du Congo-Brazzaville en difficulté, ce sont les Pandora Papers, des révélations faites par le consortium international des journalistes d'investigation qui révélaient que Denis Sassou Nguesso aurait détenu pendant près de 20 ans une société offshore aux îles Vierges britanniques avec un chiffre d'affaires annuel de 150 millions d'euros, soit près de 100 milliards années. Les noms de la République du Congo et de certains de ses dirigeants reviennent presque dans toutes les enquêtes liées aux malversations financières. Global Witness, bien mal acquis, Panama Papers. La dernière en date est celle des Pandora Papers, où Denis Sassou Nguesso est nommément cité. À Brazzaville, les langues se délient au sujet de cette enquête menée par 600 journalistes d'investigation issus de 150 médias dont Radio France, Le Monde, The Washington Post, la BBC ou encore The Guardian, qui ont collaboré pendant 2 ans pour analyser plus de 11,9 millions de dossiers confidentiels. Il est reproché à Denis Sassou Nguesso le fait d'avoir dissimulé des avoirs dans une société offshore créée en 1998 dans les îles Vierges britanniques. L'opposition salue la démarche de ces journalistes à l'origine de l'enquête. Elle appelle le Parlement et la justice de se saisir de l'affaire. Pour faire obstruction à la manifestation de la vérité, Denis Sassou Nguesso menace de poursuivre en justice toutes celles et tous ceux qui reprendraient ces accusations. Le président de la République a indiqué qu'il envisageait très sérieusement de déposer plainte pour que la matérialité de ces faits, c'est-à-dire de sa non-implication dans ce type de dossier, soit démontrée. Comme à leur habitude, craignant la colère des Congolais, le porte-parole du gouvernement, Thierry Mongala, et celui du PCT, Parfait Iloki, se sont prêtés à un jeu indigeste et dégradant pour l'image du Congo en voulant défendre l'indéfendable.
La crédibilité du régime viendra de son courage à aller jusqu'au bout de sa logique en portant plainte contre France 2, le consortium international des journalistes d'investigation et toute la presse écrite et audiovisuelle à travers le monde qui a repris ces informations en cœur. Les Congolais attendent aussi de la haute autorité de lutte contre la corruption l'ouverture d'une procédure judiciaire pour éclairer l'opinion nationale et internationale. Toujours sur le scandale financier international, je vous propose de suivre Didier Moigny-Volo, porte-parole du Congrès pour la Renaissance du Congo, CRC, qui estime que ces révélations ont un grand impact négatif sur l'économie congolaise. Évidemment, la conséquence est que le Congo produit, le Congo est un marché sur le plan économique et financier, sauf que les recettes générées par ce marché finissent dans des paradis fiscaux et donc rien n'arrive dans les caisses de l'État pour que l'État puisse investir. Parce que la fonction principale de l'État, c'est de s'occuper de tous les Congolais. L'État se distingue du marché parce que le marché, c'est l'espace où on vient défendre les intérêts particuliers, ce qui est tout à fait normal. Quand un capitaliste investit, il emploie des salariés, tout ce qu'il attend, c'est d'avoir un bénéfice. Or, l'État, son rôle, c'est de mettre en place une fiscalité, de mettre en place des revenus, en tout cas d'aller chercher des revenus pour s'occuper de tout le monde. Mais dès lors que l'État lui-même, alors pas l'État lui-même, mais les représentants de l'État, en premier lieu le président de la République, met en place ce système, ça veut dire qu'il empêche que l'argent arrive au trésor de Brazzaville. Un exemple simple dans Cash Investigation, qu'est-ce qu'on apprend? Dominique Strauss-Kahn conseille Denis Sassou Nguesso. En réalité, les factures de ce service doivent arriver au trésor public pour que le trésor public s'acquitte des factures sur les conseils donnés au président. Or, on apprend que c'est le directeur de Orion Oil pour que son conseiller soit payé par son entreprise alors qu'il est président du Congo. Donc, toutes les factures concernant ce monsieur doivent être payées, en tout cas doivent être acquittées par le trésor de Brazzaville. Donc, déjà, sur le plan économique et financier, c'est la pauvreté. La pauvreté des Congolais, c'est la conséquence du comportement de Sassou et de tout le système financier qu'il a mis en place. Donc, on n'aura jamais l'argent pour, en tout cas, je ne dis même pas développer, mais pour apporter aux Congolais le minimum syndical. De son côté, Alphonse Maboussou, consultant en expertise pétrolière et minière et secrétaire de la coordination du Congrès pour la Renaissance du Congo, CRC, estime que le clan Denis Sassou Nguesso a fait main basse sur les richesses du Congo-Brazzaville. Celui qui est censé aller négocier avec le Fonds monétaire international pour permettre au Congo d'avoir des facilités d'ajustement. Voilà. Donc, la petite Suisse promise se retrouve entre les mains d'un cartel de mafieux qui transporte des malles d'argent dans des jets privés. Allez demander au Premier ministre s'il est au courant des montages ou de la provenance des fonds manipulés pour faire face aux charges de l'État. Je ne pense pas qu'il soit au courant. Quant au président des deux chambres parlementaires, je me demande même s'il se retrouve avec le chef de l'État à un moment donné pour faire le point de la situation du pays. Le cartel d'Oyo, qui est une sorte de think tank où l'on peut recevoir tous les mafieux du monde à l'abri de tout regard, des cons gaulais que nous sommes, c'est-à-dire nous sommes des cons gaulais, quoi. Et bien isolés du septentrion, donc cette bourgade d'Oyo, et on y magouille à tout va sous le sceau de la République. Les institutions de Bretton Woods ne sont pas dupes de tous ces faux montages effectués par Dominique Strauss-Kahn et les autres. Les dirigeants du monde savent que le Congo de M. l'Empereur est un État voyou. Raison pour laquelle même Donald Trump n'avait pas voulu accepter de le recevoir, de lui serrer la main. Question de ne pas salir sa main. Voyez-vous? Ils sont malheureusement précédés par leur mauvaise réputation.
ceux qui gouvernent le Congo aujourd'hui. Parlons économie à présent. Si nous n'avons pas d'accord avec le Fonds monétaire international, déclaré le nouveau Premier ministre congolais Anatole Koliné Makosso sur Congo Media Time, nous ne bénéficierons pas de la facilité large de crédit. Ça veut dire qu'aucun autre partenaire, qu'il soit bilatéral ou multilatéral, ne va nous accompagner dans le financement de notre économie. Bien malheureusement, le Congo se retrouve encore face à un nouveau rejet de son dossier par le FMI, à en croire bien entendu les dernières conclusions du Conseil d'administration du Fonds monétaire international, conclusion du 24 septembre 2021. Une fois de plus, le conseil d'administration du FMI a rejeté le dossier congolais le 24 septembre 2021. Le Congo-Brazzaville a été dans l'incapacité de mettre en œuvre les exigences de l'institution de Bretton Woods. La crise est structurelle et non conjoncturelle, comme le prétend le gouvernement congolais. Autrement dit, la crise est plutôt due à la mauvaise gouvernance, à la corruption et le manque de transparence. Donc, rien à voir avec la baisse du prix du baril de pétrole, qui flambe actuellement à $84. Et de la crise sanitaire qui, comme vous le savez, n'a jamais préoccupé le régime de Brazzaville. La sortie de crise sociale et économique n'est donc pas pour bientôt. Les administrateurs du FMI conviennent que les autorités congolaises devront s'employer énergiquement à s'attaquer aux obstacles structurels, à diversifier l'économie pour réaliser la croissance qui est nécessaire pour que le Congo sorte de la situation de fragilité actuelle. La bonne gouvernance et la transparence ont été rappelées au gouvernement congolais comme conditions sine qua non pour obtenir les financements du FMI et des partenaires de développement indispensables pour sortir le Congo-Brazzaville de la crise actuelle. Sur le plan politique, on retiendra la réincarcération du général Jean-Marie Michel Mokoko dans sa cellule de prison à la maison d'arrêt de Brazzaville, alors qu'il était en pleine assistance médicale à l'hôpital central des armées Pierre Mobengo de Brazzaville. Une décision prise par le gouvernement congolais en violation de l'article 31 de la Constitution congolaise. Reportage. Évidemment, c'est à la demande des ministres congolais de la Défense, Charles Richard Monjo, et du ministre de la Justice, garde des Sceaux Aimé Wilfried Bininga, qu'il a été décidé de la réincarcération le 1er octobre dernier du général Jean-Marie Michel Mokoko dans sa cellule de prison à la maison d'arrêt de Brazzaville. Une décision contestée par ses avocats qui y ont manifesté leur opposition, estimant que leur client était encore en observation médicale. On ne peut pas procéder à la réintégration d'une personne de son âge, qui par ailleurs bénéficie d'une décision rendue par le groupe de travail des Nations Unies, qui a fait injonction à l'État congolais de le mettre en liberté avec indemnisation. On a tous fait le constat de l'état d'insalubrité de cette cellule, où il n'y a ni eau ni électricité. Un acharnement du régime de Brazzaville contre les opposants politiques congolais, estime le président de la Fédération de l'opposition congolaise. Nous parlons d'acharnement, pourquoi? Mais parce que pendant que on s'acharne sur Mokoko, on s'acharne sur Paulin Makaya, vous savez également que Paulin Makaya n'a pas pu réussir à sortir du territoire national. Pendant que l'on s'acharne sur les opposants politiques, qu'on leur inflige le traitement qu'on leur inflige. Qu'est-ce qu'on fait des responsables des scandales et crimes économiques et financiers? Il convient de rappeler que le général Jean-Marie Michel Mokoko a été candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2016 et n'a jamais reconnu les résultats du hold-up électoral opéré par Denis Sassou Nguesso. Jean-Marie Michel Mokoko sera ainsi accusé d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État, puis condamné à 20 ans de travaux forcés, à la suite d'une parodie de procès en 2018. Le volet santé. Après plus d'un demi-siècle de son accession à la souveraineté internationale, le Congo-Brazzaville accuse encore le sérieux problème d'accès aux soins de santé. C'est un reportage de Georges Goma. La santé est le capital le plus précieux auquel tous aimeraient prétendre. Elle n'a pas de prix même si elle a un coût. Les Congolais payent eux-mêmes pour leur santé, celle de leurs enfants,
et pour la santé de leurs parents aussi. Encore faut-il que le système de santé leur procure les soins de qualité ou tout simplement les soins essentiels. C'est là que se trouve le problème. Le Congo-Brazzaville est confronté à un problème de société très préoccupant, celui d'une situation sanitaire très catastrophique, non seulement dans les grandes villes que sont Brazzaville et Pointe-Noire, mais aussi à l'intérieur du pays où il est même très difficile d'avoir des données statistiques probantes sur les infrastructures de santé et le nombre de praticiens. C'est la dramatique réalité vécue de la santé qui ne devait pas avoir de prix et du système de soins au Congo-Brazzaville. Troisième pays producteur de pétrole en Afrique noire et 6e en Afrique. La santé ne bénéficie d'aucune attention du régime dictatorial extrêmement répressif de Denis Sassou Nguesso au pouvoir depuis bientôt 4 décennies pleines. Santé toujours. Dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19, le gouvernement congolais a prolongé pour la 27e fois l'état d'urgence sanitaire suivi des nouvelles mesures barrières. Reportage. Voici bientôt 2 ans que la nouvelle pandémie de Covid-19 cristallise le monde entier. Au Congo-Brazzaville, les dernières statistiques globales qui remontent au 14 octobre 2021 font état de 15 514 cas confirmés, 222 décès, soit un taux de létalité de 1,14%. Population vaccinée, 279 091. Face au variant Delta, le gouvernement congolais vient de décider pour la 27e fois d'affilée une prolongation de l'état d'urgence sanitaire. Ainsi, le couvre-feu a été reconduit de 23h à 5h du matin, l'interdiction de rassemblement de plus de 50 personnes, l'organisation des cérémonies de mariage et de deuil a été suspendue. Ajoutez à cela les nouvelles mesures, parmi lesquelles l'obligation vaccinale qui entre en vigueur dès le 1er novembre prochain. Pas un seul Congolais ne pourra donc accéder à certains services publics et aux transports en commun sans présentation préalable d'un certificat vaccinal. Un mimétisme absurde boudé par la majorité de la population congolaise qui manque drastiquement d'informations et d'explications sur les différents vaccins proposés au Congo-Brazzaville. Comment voulez-vous que les gens aillent se faire vacciner s'ils n'en sentent pas le besoin impérieux, d'abord au regard de leur réalité? Si les gens ne savent même pas de quoi il s'agit, ils ne savent pas de quel vaccin il s'agit, d'où viennent ces vaccins-là, quelle différence y a-t-il entre différents vaccins proposés? S'ils ne savent même pas qu'est-ce qui différencie le Sinopharm du Sputnik 5 Light, et il y a des vaccins qui ne sont pas reconnus partout aussi. C'est-à-dire que vous pouvez vous faire vacciner tel vaccin, quand vous allez à l'étranger, on vous dit qu'ici chez nous, il n'est pas reconnu. Donc il y a tout ça. Et à notre avis, le gouvernement ne fait pas suffisamment pour permettre à ce que les Congolais soient édifiés sur la question, en tout cas sur tous ces questionnements-là, et qu'ils soient assez éclairés pour se faire vacciner en connaissance de cause. À notre avis, c'est la base. C'est par là qu'il faut commencer. Voilà, dans le même registre, je vous propose de suivre Destin Gavet, président du mouvement républicain, réagissant contre la reconduction du couvre-feu au Congo-Brazzaville. Lorsqu'on parle du couvre-feu, par exemple, qui commence de 20h à 5h les week-ends, de 23h à 5h les jours ordinaires, mais ce couvre-feu-là sert à quoi, mon cher ami? Donc la maladie ne se propage que la nuit. Mais c'est le jour que les gens, normalement, se rencontrent, rendent visite aux parents, etc. Comment est-ce qu'on peut parler de la propagation de la maladie la nuit? Mais on est dans quel monde? Pourquoi au Congo on aime la nuit? Pourquoi on aime la nuit? Nous nous rappelons tous que les résultats de l'élection présidentielle de 2016 ont été proclamés la nuit. Donc on ne peut pas aujourd'hui justifier le couvre-feu. Le couvre-feu aujourd'hui ne se justifie pas. Le couvre-feu n'a plus sa raison d'être. On peut parler de l'état d'urgence sanitaire, oui, mais sans pourtant parler du couvre-feu. Le couvre-feu, pourquoi? Donc, je pense qu'aujourd'hui, le couvre-feu est en train d'empêcher les Congolais d'être libres chez eux, alors que la liberté est garantie dans la Constitution du 25 octobre 2015. Donc là encore, c'est une violation de nos libertés fondamentales. On se cache derrière la maladie et pendant plus d'une année déjà, on nous impose un couvre-feu qui, par rapport à ce que nous voyons comme réalité, n'apporte rien au quotidien des Congolais, sinon on n'a pas pu stopper
la maladie, puisqu'on nous parle aujourd'hui des cas, de nombreux cas aujourd'hui de maladie. Venons aux entreprises. Les agents du chantier naval et transports fluviaux, une société liquidée par l'État congolais, exigent depuis plusieurs années le paiement intégral de leurs droits avant de libérer le site. Reportage. Depuis peu, les Congolais assistent impuissants au bradage du chantier naval et transports fluviaux. Un résidu de la destruction de Chakoda et de l'agence transcongolaise de communication ATC. Couplée au chemin de fer Congo-Océan, CFCO, l'ATC constitue l'épine dorsale du dispositif de transit de l'Afrique centrale. Chakoda a été vendu à des Saoudiens à 100 milliards de francs CFA. Plus de 350 travailleurs de cette entreprise, mis en chômage depuis des années, luttent pour le paiement de leurs droits sans succès. Leurs revendications sur les arriérés de salaire et les droits de licenciement trouvent porte close. Ils font parfois l'objet de violences de la part des forces de l'ordre. Dans le même registre s'inscrit la compagnie Eker, née sur les cendres de l'INA Congo et dirigée par Fatima Beina Moussa, fille de Pierre Moussa, secrétaire général du Parti congolais du travail. On rappelle, la compagnie Eker aurait perdu 10 millions de dollars, soit un peu plus de 5 milliards de francs CFA, dans une acquisition ratée d'un Boeing 787 Dreamliner. Il convient de noter également que le Falcon 7X présidentiel du dictateur Denis Sassou Nguesso, saisi par la justice française à la demande de Mohsen Ojej, un ancien de son système, est immobilisé depuis le 8 juin 2020 à Bordeaux. Dans le même temps, pour rentrer de son séjour médical en Suisse, Denis Sassou Nguesso s'est octroyé un vol à bord de la Skylady, un luxueux Boeing 767 de la compagnie Comlux basée à Zurich, loué à 3 millions d'euros, soit 2 milliards de francs CFA, au détriment de la souffrance des Congolais. Restons sur le chantier naval et transport fluviaux où les syndicalistes réclament le paiement de 7 milliards de francs CFA pour les droits de licenciement et 6 milliards environ pour les arriérés de salaire, soit un total d'environ 15 milliards de francs CFA. Ya kompani ya nene yenu mekutsa mbongo mingi na Kongo. Nebugi ya idiambo ngitukulu. Betu mekuma mutinde mvumbi wa mizika mbala zone. Mbala antete, komite de privatisation mizika betu ya mekuteka. Babima nyonso ya ATC. Ya meteka, ya mefuta betu ataki mafe. Bubu ya mpe leta meteka kisiki ya betu kele ya. Mebetu betala diambo ngitukulu leta meteka kwaku. Na basaudien kuwa basaudien betu zaba vyo kutoa mekatuka bake kase kwa kunyonso bake kutunga société immobilière bon yake le diambo l'état ya l'état maison de facile ya maison kwa compagnie masuwa ya metala yangu me beto ya ndefuta beto me kime ingi betu mekutala bani mesumba kwako bako basina tine betu babantu samna kuza kase kwako babantu samna kuza sala bakacho kwako ya mekuma kotea sport sabetu nuani sababu me beto mpe betu ke mayele betu nuani sababu vi betu kata kulomba kaka d'etat ya de séparer betu andu futa betu batwa ya betu basika samuti bapangi mingi kana kufa kana kubika mbongo ya kaka mbasa tike kuziki ya betu kana mbongo vi le futa betu mbongo ya betu kwenda betu ba parents betu na mwa ordonnance fioti ngele nsumba vesa mna mbongo kele vi kudia na inzo mpasi kufuta ba inzo betu kana kuvanda mpasi betu kana mbongo ya kaka ya pesa betu mbongo ya betu kwenda betu. C'est demain, mercredi 20 octobre 2021, que le Centre d'action pour le développement, le CAD, organise une conférence débat à l'occasion de la commémoration de la 6e année des victimes du coup d'État constitutionnel de 2015 au Congo-Brazzaville. Reportage. Prélude à la 6e année de commémoration des victimes du coup d'État constitutionnel de 2015 au Congo-Brazzaville, le Centre d'action pour le développement, CAD, a lancé le 15 septembre dernier une campagne dénommée « Justice pour les victimes du référendum de 2015 ». Il s'agit d'exiger la vérité pour les gouvernants et la justice pour les victimes. Cette campagne est aussi un appel à témoignage pour identifier
les membres des victimes de cette barbarie que le pays a connue en 2015. Les blessures occasionnées par la répression des manifestations du 20 octobre 2015 ne seront jamais oubliées tant que le gouvernement ne remplira pas l'obligation de justice et de vérité. Il est de la responsabilité légale et morale de l'État de réparer les préjudices subis par les populations. 6 ans après, il est temps d'établir les responsabilités et d'exiger la justice pour les victimes du référendum de 2015. Des victimes tombées, comme vous le savez, sous les balles des unités de la force publique et de l'armée congolaise qui avaient pris position pour le dictateur Denis Sassou Nguesso, réprimant ainsi toutes les manifestations, ou presque, contre le changement de la Constitution du 20 janvier 2002. Une conférence sur les crimes contre l'humanité d'octobre 2015 au Congo-Brazzaville est prévue le 20 octobre 2021 en guise de commémoration des victimes du coup d'État constitutionnel de 2015. Bien voilà, c'est la fin de cette édition d'Hebdo Magazine de TLR TV et merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager nos éditions pour participer à notre activité médiatique, mais aussi à la liberté d'expression. Je vous retrouve très bientôt, mais d'ici là, portez-vous bien. Merci.